Bonjour et bienvenue à vos nouvelles du Sud-Ouest. En cette semaine du 14 octobre 2019, nous vous présentons un bulletin spécial élection. La Corporation de développement Roussillon, qui regroupe 45 organismes de la région, a organisé des rencontres électorales avec les candidats de la circonscription de Châteauguay-Lacolle et de la Prairie. Les différentes questions portaient sur les enjeux des organismes de leur région afin de bien connaître les positions et les engagements de chacun des candidats. Chacun d'eux ont dû répondre aux 8 mêmes questions et disposaient d'un temps d'1 minute 30 pour répondre à chacune d'elles. Nous vous rappelons d'aller voter le lundi 21 octobre prochain. Donc, allez-y, vous avez 1 minute 30 pour votre mot d'ouverture. Bien, merci beaucoup Virginie, puis merci à tout le monde d'être ici ce matin. J'apprécie vraiment cette opportunité. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que j'étais élue en 2015, mais avant ça, j'étais un banquier qui est devenu un travailleur social, qui a travaillé dans l'éducation financière. Et c'est justement là que j'ai réalisé que oui, des gestes individuels sont très importants en tant que professionnel pour travailler directement avec les gens vulnérables, mais que ça prenait quand même une action, un départ beaucoup plus dans le domaine public. Et en fait, ça prend de la volonté politique pour changer les choses, n'est-ce pas? Je pense que vous travaillez chacun dans vos groupes communautaires. C'est ça votre travail, n'est-ce pas? C'est de canaliser les besoins, de trouver des solutions, puis de mettre à l'avance cette volonté politique, soit par vous-même ou en allant chercher les élus pour changer des choses. Parce que c'est la seule façon qu'on peut changer des choses, c'est quand on change la structure de la société. Donc, pour moi-même, je me trouve maintenant vraiment dans cet enjeu, oui, de la sécurité financière pour les familles, les aînés, les gens vulnérables, mais en même temps, puis c'était très bien dit, avec notre environnement. Parce que qu'est-ce que ça vaut d'avoir de l'argent, autrement dit, si on n'est pas dans un environnement qui est salubre. Merci beaucoup. Je m'appelle Claudia Valdivia. Je suis conseillère en communication au gouvernement du Québec, au ministère du Travail, Emploi et Solidarité sociale, que nous appelons gentiment le ministère de la pauvreté, parce que nous ne sommes pas un ministère qui attrait de l'argent au gouvernement, mais nous sommes ceux qui aidons les personnes les plus vulnérables de la société à se trouver un emploi ou avoir la solidarité sociale ou l'aide sociale. Je suis une mère de famille, je suis une jeune grand-mère de famille, je suis une famille d'accueil. Puis je me présente pour le Bloc québécois parce que c'est, je crois, et avec toute logique, que c'est le seul parti qui peut défendre les intérêts du Québec à l'Assemblée, à la Chambre des communes à Ottawa. Alors, il faut comprendre que dans une Chambre de communes, on va élire des députés. Et ces députés-là, les 8 dernières années ici au Québec, le Québec n'a pas été bien représenté à la Chambre des communes. Pourquoi? Parce que les partis qui sont au pouvoir vont défendre l'intérêt du parti. Il faut comprendre que le Québec est situé dans un pays où il y a l'Est et il y a l'Ouest, et nous au milieu. Alors, et c'est là où il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que citoyens, pour qui qu'on va voter? Est-ce qu'on va voter pour un parti parce qu'on est libéral ou on est conservateur, ou on va voter pour un parti qui va défendre les intérêts du Québec? Donc, le programme électoral du Parti vert, ce n'est pas un programme qui est conventionnel. Il s'agit d'une vision pour le Canada en 2030. Les 4 principaux thèmes de la campagne au Québec sont l'urgence climatique. Donc, ce que ça veut dire, c'est l'urgence d'agir. Il y a également vivre dans la dignité, un réseau de transport innovant et la réconciliation avec les peuples autochtones. Voici les 4 piliers de notre campagne au Québec. Maintenant, pourquoi 2030? Parce qu'il va falloir atteindre la moitié de nos objectifs que nous sommes fixés d'élimination des polluants causant les changements climatiques. Si ce n'est pas fait, nous risquons de déclencher un réchauffement planétaire qui est irréversible. Il y a également, en 2030,
il faut qu'on ait atteint les 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Et ces objectifs sont conçus pour éradiquer la pauvreté dans le monde, assurer à tous de l'eau propre et un air sain, la sécurité alimentaire et l'éducation, et nous procurer un climat qui est vivable. Donc, ces 17 objectifs, l'ensemble de notre plateforme électorale regarde ces 17 objectifs et les objectifs dans chacune de nos politiques. Donc, c'est pour cette raison que notre programme électoral, il n'est pas conventionnel et c'est une vision à long terme. Sur l'assurance-emploi, je vais laisser ma collègue Thérèse du comité chômage à vous adresser cette question. Le régime d'assurance-emploi devrait pouvoir répondre aux réalités du marché du travail, puis protéger les travailleuses et travailleurs. Les prestations maladie actuelles sont d'une durée de seulement 15 semaines. Vous engagez-vous à augmenter le taux et la durée des prestations d'assurance-emploi, particulièrement pour les personnes atteintes d'une maladie grave? Présentement, il y a une étude. Il y a un projet pilote en cours au moment où on se parle, justement, par rapport à ça, pour les gens. Mais ça joint pas seulement les gens qui sont malades, mais ça joint aussi les gens qui sont saisonniers. Vous savez, la prestation dure un certain temps, puis que les gens ne se rendent pas au retour du travail. Bien, il y a un projet pilote présentement qui est en train de faire la preuve des besoins selon ce que vivent les citoyens. Moi, je peux m'engager personnellement à débattre ça. Même, je m'engage personnellement à vouloir amener un projet pilote dans le comté de la Prairie pour voir la réalité. Parce que là, présentement, ce projet pilote-là est vraiment dans la ruralité. Mais moi, j'aimerais ça parce que ici, le comté de la Prairie n'est pas vraiment un comté rural. Oui, il y a de la ruralité, mais il y a seulement 68 % qui est territoire agricole ou territoire rural. Donc, comme je le dis, j'aimerais amener un projet pilote. Je m'engage à travailler dans ce sens-là. Mais il y a plusieurs choses qu'on a mis en place qui aident aussi à ce niveau-là. Nous avons... Oui, c'est écoulé? Ah, OK, excusez. Donc, vous savez qu'on a... vous avez parlé des revenus des personnes qui sont plus nantis. On a taxé plus les gens qui représentent 1 %. Les gens qui font de plus de 218 000 par année, ils ont une taxe supplémentaire. Ces argents-là, c'est de récupérer ces argents-là pour justement donner de l'aide dans d'autres secteurs. Mais comme je reviens à vous dire, il y a un projet pilote présentement pour faire la démonstration des besoins. Et moi, je m'engage personnellement dans le comté de la Prairie de vouloir amener un projet pilote de ce style-là. Vous engagez-vous à augmenter le taux et la durée des prestations d'assurance-emploi, particulièrement pour les personnes atteintes d'une maladie grave? Oui, absolument. Je trouve que 15 semaines, c'est très, très peu pour un cas de personne qui est atteinte de maladie. Je prends l'exemple de ma mère qui était atteinte d'un cancer du sein et qui a dû arrêter de travailler. Et malheureusement, ça ne faisait pas assez longtemps qu'elle était retournée sur le marché du travail, donc elle n'a même pas bénéficié de ces 15 semaines-là. L'ancien gouvernement conservateur avait fait je vais faire un parallèle pour les... on a mis en place une prestation de 37 semaines en 2012 pour les familles dont un enfant était assassiné ou disparu de manière criminelle. Il y a eu 37 semaines qui ont été instaurées pour la protection de l'emploi et 15 semaines de maladie suivant ce genre d'événement-là. Donc, c'est un modèle qu'on voudrait reproduire pour les gens qui sont atteints de maladies graves, parce que 15 semaines, forcément, c'est à peine parfois le temps d'un traitement. Donc, en prenant ce modèle-là de protéger l'emploi pour une durée de 35 semaines, jusqu'à 37 semaines même, et rajouter un 15 semaines de maladie, ça laisse la chance à la personne de passer à travers ce qu'elle a à passer et protéger également le reste de la famille, parce que souvent, il y a des enfants qui sont en bas âge et ça crée du stress, etc. Donc, c'est un modèle qui ne coûte pas cher à l'État, compte tenu que c'est une infime partie de la population quand même, mais qui est absolument nécessaire pour toute la famille, pas juste la personne qui est atteinte. Vous engagez-vous à augmenter le taux et la durée des prestations d'assurance-emploi, particulièrement pour les personnes atteintes d'une maladie grave? OK. Écoutez, ça, c'est un problème au Canada qu'on a eu depuis les années 80. J'ai écrit un livre là-dessus, sur l'assurance-emploi. Bien, j'en fais
grave, ça. Mais j'ai fait l'historique de l'assurance-emploi à partir là, de quand ça a été créé. Et le problème fondamental, c'est que dans la lutte au déficit, ils ont utilisé la Caisse d'assurance-emploi pour financer un retour à l'équilibre budgétaire. Tout le monde sait ça. On parle d'un vol d'à peu près 40 milliards. On a volé les travailleurs, littéralement. On a volé les gens qui auraient mérité d'avoir un support. Fait que nous, c'est clair qu'en partant, il faut faire une réforme. Il faut changer le mode pas le mode de financement, parce qu'il est fait. Le financement se fait. Mais il faut empêcher que le gouvernement prenne cet argent-là pour en faire autre chose. C'est pas normal que 40 des chômeurs aient droit à un chèque. 40 seulement. C'est pas normal qu'on ait des trous noirs dans les régions où il y a des gens qui se retrouvent momentanément avec un manque total de revenus pendant une période de temps. Ça n'a aucun espèce de bon sens. On parle des gens qui ont des problèmes au niveau, que vous avez mentionné, au niveau de la santé, bien, il faut les appuyer davantage. C'est à ça que ça sert. Bien, il faut que ça revienne à sa mission initiale. Puis on l'a complètement tronqué, c'est surtout à partir de 86 qu'on a fait ça. Il faut absolument qu'on rétablisse le fait que l'argent des travailleurs doit rester aux travailleurs et que les chômeurs, qui sont dans une situation de détresse, ne doivent plus payer les frais de ce détournement éhonté des finances publiques qui vont vers le Fonds consolidé. Ça n'a aucun espèce de bon sens. Tel que souligné dans les derniers rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, soit le GIEC, l'urgence climatique fait consensus au niveau scientifique. Et comme nous avons pu le voir lors de la vaste manifestation du 27 septembre dernier, les citoyennes et les citoyens de tous âges sont préoccupés par cette urgence climatique. La question, quelles cibles et quels moyens votre gouvernement mettrait-il en place dès la première année de son mandat pour réduire les gaz à effet de serre et pour s'adapter au changement climatique? Alors, nous, on va déposer une loi pour la réduction des gaz à effet de serre à la Chambre des communes. Et là, il va falloir qu'on travaille avec tous les partis à la Chambre des communes pour que cette loi-là puisse être adoptée. C'est ce qu'on compte faire. Puis en même temps, non seulement de déposer un projet de loi aussi, mais de protéger aussi le territoire par rapport à tout ce qu'on appelle l'énergie est et transmontaine, parce que comme vous savez, il y a la possibilité que le pipeline passe de l'Alberta, passe par ici, puis s'en aille au Nouveau-Brunswick. Alors, nous, c'est sûr qu'on veut avoir on va être souverain dans notre environnement ici au Québec. La problématique que nous avons, c'est la Constitution du Canada, la Constitution 1982, 1867, 1763, parce qu'elles sont toutes embriquées les unes avec les autres. Il n'y a pas une Constitution, il y en a plusieurs. Et cette Constitution-là ne nous permet pas de protéger le Québec adéquatement au niveau environnemental. Alors, la seule possibilité pour que le Québec soit protégé, bien, c'est l'indépendance. C'est aussi simple que ça, parce que la Constitution ne protège pas l'environnement pour le Québec, ni l'environnement pour les autres provinces, la preuve avec la Colombie-Britannique transmontaine. Quelles cibles et quels moyens votre gouvernement mettrait-il en place dès la première année de son mandat pour réduire les gaz à effet de serre et pour s'adapter au changement climatique? Écoutez, en un an, c'est pas dans... j'ai pas les chiffres pour la première année, OK? Mais on s'entend que le plan du Parti vert pour combattre les changements climatiques est celui qui est le plus complet. Il y a ça s'appelle Mission possible. Il y a un rapport qui a été publié de 20 pages qui nous amène 5 ans par 5 ans quels sont les objectifs de diminution dans toutes les sphères de notre économie pour justement atteindre l'objectif de 2030. Mais on a des chiffres pour 2025 et 2030 et 2035 et 2040. C'est vraiment un plan à long terme jusqu'en 2050 pour arriver à une émission zéro. C'est un plan qui est... il y a des graphiques. On s'entend que c'est compliqué de vulgariser des données scientifiques vers quelque chose qui est facile à lire pour tout le monde. Et je pense que le Parti vert a été capable de le faire. Donc, vraiment, j'invite tous les gens à le lire. Et je peux vous l'envoyer personnellement également. Il se trouve sur notre site Internet. Je peux vous dire que pour le Parti vert, je pense que l'urgence climatique est prise au sérieux. Comme vous le savez pas, je pense que vous le savez à quel point. Donc,
Ouais. Quelles cibles et quels moyens votre gouvernement mettrait-il en place dès la première année de son mandat pour réduire les gaz à effet de serre et pour s'adapter au changement climatique? Zéro émission avant 2050. Donc, oui, on parle de 30 ans, on parle d'une génération, mais je pense que c'est ça que ça va prendre, n'est-ce pas? Puis, laissez-moi dire que je ne suis pas... C'était mes enfants là, qui m'ont fait apprendre comment recycler. Tu sais, ma génération n'était pas là. Mais de mettre un prix sur la pollution, ça, c'est quelque chose qui est instinctuel pour moi parce que j'ai parlé tantôt avec Claude et Guy. Ça fait partie de la logique du marché, les choix que les gens vont faire d'une façon automatique. Et on voit avec le succès de la bourse de carbone qu'on a ici au Québec, à la Colombie-Britannique et avec la Californie. Donc, on doit continuer dans ce sens-là, mais il y en a qui ne veulent pas accepter qu'il devrait y avoir un prix sur la pollution. Hein? C'est ça le problème. Donc, où on a commencé avec la carotte là, pour inviter les gens de participer dans cette lutte contre les changements climatiques. Puis, quelle preuve est-ce que les gens ont besoin de voir? C'est incroyable comment il y en a qui peuvent nier, qui dit que c'est bon pour nous. Il fait chaud, on devrait profiter de ça. C'est ridicule comment on deal avec certaines personnes là, qui ne veulent pas accepter. Donc, où on a utilisé la carotte, peut-être ça va être le temps pour le bâton, dans le sens que le fédéral est responsable pour la sécurité de toute la nation canadienne et québécoise. Donc, on va agir. La question 6 porte sur la condition féminine. C'est ma collègue du quartier des femmes qui va vous adresser la question. Depuis 1988, l'avortement n'est plus un crime. Pourtant, le droit à l'avortement est constamment remis en cause et son accessibilité connaît des obstacles. D'un point de vue légal, il en faudrait peu pour criminaliser l'avortement de nouveau. Vous engagez-vous à créer une loi qui garantirait les droits à l'avortement? Alors, premièrement, le droit à l'avortement a déjà est établi. C'est les tribunaux, la Cour suprême qui a tranché à cet égard-là, et c'est un droit acquis chez nous. Les conservateurs, jamais ce débat-là ne sera réouvert. Personnellement, si j'ai la possibilité de présenter un projet de loi d'intérêt privé, ça ne sera pas à ce sujet-là parce que je voudrais en présenter sur un autre qui sera suggéré par les gens de ma circonscription. Personnellement, je suis pro-choix et c'est toujours la position que j'ai eue et que j'aurai toujours, nonobstant le gouvernement. Et mon prochain gouvernement conservateur s'est déjà engagé à ne pas réouvrir ce débat-là. Et sachez que si c'était le cas, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Donc, il n'y en aura pas de projet de loi à cet égard-là et je n'aurai pas besoin d'en présenter un à ce sujet. Vous engagez-vous à créer une loi qui garantirait les droits à l'avortement? Ah non, mais écoutez, nous, c'est très clair. Je vais citer le chef du Bloc qui dit « Si quelqu'un au Bloc québécois désire déposer une loi pour restreindre la femme à posséder puis à prendre des décisions qui impliquent son corps, il se fait sortir du caucus. C'est pas juste on lui tape les doigts, on le sort du caucus. L'avortement, c'est un droit qui est acquis de longue lutte et on ne peut pas considérer qu'au Bloc québécois, quelqu'un doute encore que nous sommes pour justement le respect de la femme dans le choix qui implique son corps, uniquement son corps. Ça, je vous dis, là, il n'y a aucun doute dans l'esprit de personne. Il n'y a jamais personne au Bloc qui a contraint cette idée-là, qu'on dit on est pour ça. Puis je vous dis, le chef l'a clairement dit, s'il y a quelqu'un au parti qui est élu puis qui dit, moi, je pense qu'il va se faire sortir du caucus. Puis moi, il faut voir le passé, mon passé, puis le kit. Puis il n'y a jamais un moment dans ma vie, moi, personnellement, où j'ai douté, où j'ai dit, on devrait peut-être légiférer là-dedans. C'est jamais arrivé. Vous allez voir n'importe quel film sur moi. C'est jamais arrivé. Ça n'arrivera jamais. Vous engagez-vous à créer une loi qui garantirait les droits à l'avortement? Moi, je suis encore surpris de voir qu'aujourd'hui, en 2019-2020, qu'on parle encore de ça. Dans ma tête, comme dans la tête de notre gouvernement, c'est clair.
La femme, c'est elle qui dispose de son corps. C'est certain que vous savez qu'il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qu'on pense, mais c'est clair pour nous. Une des choses qu'on a faites justement pour les femmes, pour l'égalité des sexes, parce qu'il y a aussi la section avortement, mais il y a aussi l'égalité des sexes. Encore là, le 20 mars, nous avons voté 24 millions de dollars, dont 24 milliards, excusez, 24 milliards, dont 1,4 milliard sur le droit et la santé sexuelle reproductive des femmes. Les deux partis ont voté contre encore. On a eu l'appui de l'NPD et du Parti vert. On a passé aussi le projet de loi sur l'égalité salariale pour les femmes, l'enquête nationale que j'ai dit pour les femmes autochtones, 2 milliards de dollars pour les femmes qui veulent partir des entreprises. Je peux vous en nommer là suffisamment pour que vous ayez une décision claire qui va faire le plus pour les femmes, incluant l'avortement. Le droit au logement est un enjeu de justice sociale et l'appliquer permet de lutter contre les inégalités. Au Canada, une crise du logement sévit et de trop nombreuses personnes consacrent une grande part de leurs revenus à se loger ou menacent leur santé en vivant dans des habitations insalubres. Quelles mesures comptez-vous mettre en place pour favoriser un meilleur accès à un logement décent aux personnes et ménages à faible revenu? Je sais que depuis les années 70, le gouvernement et les gouvernements ont voulu encourager les gens à acheter des maisons. Là, on est rendu à une autre ère dans le temps. Les gens ne sont plus capables d'acheter les maisons. Donc, c'est sûr qu'il va falloir se réformer par rapport à ça et faire de l'investissement majeur pour justement assurer des logements qui soient abordables, sociaux, coopératifs. Ça fait partie de notre plateforme. Notre plan, c'est de faire des nouveaux logements, 25 000 par année, rénover 15 000 unités par année sur une période de 10 ans. Donc, je pense que c'est un de nos projets. Il y a également aussi... qu'est-ce que je vous... Je suis désolée. Je sais qu'il y a, concernant les logements, des tax incentives. On veut justement permettre à ceux qui ont des logements d'être favorisés ou d'avoir des dispenses au niveau fiscal pour justement les rendre locatifs à la place que ce soit utilisé pour Airbnb, par exemple. Donc, c'est une autre de nos politiques par rapport à ça. Mais pour les logements sociaux, comme je vous dis, on a vraiment l'intention de réinvestir là-dedans. Quelles mesures comptez-vous mettre en place pour favoriser un meilleur accès à un logement décent aux personnes et ménages à faible revenu? Oui, alors, tantôt, je ne l'avais pas, là, mais la stratégie nationale sur le logement, moi, je trouve que ce n'est pas assez le montant d'argent qui a été octroyé. Il faudrait doubler et tripler parce que cette stratégie-là a été trop longtemps laissée, pendant 20 ans, on n'a rien eu. Alors, c'est sûr que au Québec, on a besoin de 75 000 logements sociaux. La stratégie va nous permettre d'en construire 6 000. C'est pas beaucoup, là. Et comment un gouvernement pense justement aux plus démunis? Bien, c'est justement, un gouvernement ne pense pas aux plus défavorisés d'une société, on s'entend. Le gouvernement va penser plus à des gens à l'argent qu'on va rapporter, puis à faire en tout cas, mais la question, c'est qu'il faut passer il faut construire, il faut rénover, puis il faut transformer les logements, puis abordables. Il faut bâtir plus de HLM, mais pour ça, on a besoin de transfert d'argent. Alors nous, le Bloc, comment on va se positionner, c'est qu'on va exiger d'avoir plus d'argent pour arriver à avoir des logements sociaux, mais pour tout le monde, pas juste pour les aînés, aussi pour les familles nombreuses, les familles défavorisées et tout ça, mais il faut construire. Et on a laissé trop longtemps le logement social à l'abandon ces 20 dernières années. Quelles mesures comptez-vous mettre en place pour favoriser un meilleur accès à un logement décent aux personnes et ménages à faible revenu?
Bien, je pense que vous êtes déjà au courant qu'on a lancé la stratégie sur le logement social avec des annonces, des augmentations dans le budget. Puis une bonne partie, c'est en fait de faire la rénovation des bâtiments existants. Puis j'en suis très fière parce que j'étais une des premières à travailler pour le projet Milton Park là, au centre-ville. Puis ça fait déjà 30 ans. Quand on commence à dire que ça fait 30, c'est pas il y a 10 ans, là, c'est 30 ans puis 40 ans des affaires, on sait que ça a pris de l'âge. Donc, l'argent est là, mais je comprends. Est-ce que c'est assez? Est-ce que ça va rencontrer le besoin? C'est pour ça que pour moi, l'autre côté de la solution, c'est la sécurité financière, justement. C'est de mettre plus d'argent dans les poches des gens parce que les gens sont mobiles, c'est pas nécessairement leur choix. Ils veulent avoir une certaine autonomie et je pense que c'est là que, oui, offrir et de s'assurer qu'il y a un logement social disponible pour les gens qui sont vulnérables. Ça, c'est surtout, pour moi, ça, c'est une priorité parce que c'est tous les services que l'encadrement qui est autour, qui est tellement important, là, qui donne cette qualité de vie. Mais pour d'autres gens, que c'est juste une question de trouver un logement abordable, je pense que c'est là que nos programmes d'allocation aux enfants et les subventions là, pour les logements, c'est important aussi. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces 8 questions. Je vous laisse le mot de conclusion. Vous avez 1 minute pour faire un petit mot de clôture. Bon, bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Écoutez, c'est certain que vos organismes sont essentiels dans le comté de la Prairie. Vous avez chacun des besoins différents, comme vous m'avez fait prendre des engagements que vous allez me rappeler si j'oublie, hein, j'espère. Je suis certain que ça va sonner à mon téléphone, puis je le souhaite de vous rencontrer. Qu'est-ce qu'on souhaite pour le comté de la Prairie? Est-ce qu'on veut un gouvernement qui va avoir la balance du pouvoir? Est-ce qu'on veut un gouvernement qui va sabrer l'austérité ou un gouvernement qui va avoir le plein pouvoir? Moi, je vous le dis, je m'engage dans le comté de la Prairie à aider les organismes en autant qu'on aura le plein pouvoir. Parce que vous le savez, j'ai énuméré plusieurs choses si on n'aurait pas eu le plein pouvoir, on n'aurait pas pu livrer. C'est ce que je vous dis, moi, aujourd'hui. Merci à vous tous. C'est tout pour nos questions. Je vous laisse le mot de la fin. Donc, vous avez 1 minute pour faire un mot de clôture avant de quitter. Bien, écoutez, je veux vous remercier encore une fois pour l'opportunité. Contrairement à mes 2 autres collègues présentement sur le terrain, c'est 2 personnes qui ont déjà siégé, soit à la Chambre des communes ou à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas cette expérience-là. Par contre, je me permets de dire que j'ai une bonne expérience terrain, une bonne expérience de vie. Et puis, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable en tant que mère monoparentale, en tant que femme. Et je souhaite que si la politique fédérale redevienne un peu plus humaine, parce que me semble, même moi, je trouve qu'elle est parfois déshumanisée, bien, c'est possiblement avec des gens comme moi qui décident de faire le saut et s'engager pour influencer les gens qui sont plus expérimentés ou plus haut que moi. Et le fait que je travaille déjà sur la colline depuis 2010, j'ai la chance de connaître les grands décideurs et ma voix est déjà entendue, j'en suis très fière. Donc ça, des fois, on ne l'entend pas, c'est pas glamour, là, mais derrière les portes closes, quand je parle, je suis très heureuse qu'on m'entende déjà. Donc, je voudrais porter ça, ce que vous me dites, à Ottawa. Je suis très fière de ma région. Bien, merci de m'avoir donné l'occasion de participer à votre exercice. Voilà. Je vous laisse la dernière minute pour votre mot de conclusion. Écoutez, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Ça m'avait manqué énormément. Il y a des gens que je connais, que je revois. Il y a des gens que je ne connais pas encore, mais je me tarde de les connaître. Mais j'ai un beau souvenir de ce qu'on a fait ensemble. Puis j'aimerais ça qu'on continue. Ça va dépendre de la démocratie. Mais je vais être votre allié indéfectible. Je vous le dis. Alors, si vous avez quoi que ce soit, ma porte sera toujours ouverte pour vous autres. Puis on va travailler ensemble. Puis on va faire en sorte que les gens qui sont dans le besoin dans notre coin, là, parce qu'on a une belle région, il y a des gens qui n'ont pas besoin de nous autres. Puis, tu sais, il y en a qui me disent « On ne vous voit jamais. » Non, mais on ne vous voit jamais. Quelqu'un m'avait dit ça. « On ne vous voit jamais. C'est drôle, les députés. » Je dis « Vous ne voyez jamais? » Bien, vous êtes bien chanceux. Parce que moi, si vous ne me voyez pas, c'est parce que vous n'avez pas de problème. Mais quand je vois des gens, là,
bien moi, je suis comme la police d'assurance. J'essaie de les aider. Mais si jamais vous avez un problème dans votre vie, parce que ça peut arriver à n'importe qui, bien, je vais être là pour vous. Ma porte va être ouverte, puis je connais bien du monde qui vont être capable de vous aider. C'est ça le truc, il faut s'aider entre nous. Puis oui, on va s'aider, on va aller voir le gouvernement du Québec, puis on va aller voir les villes, puis tout ce beau monde-là ensemble.